Hey, c'est pas la parole, les gars. Hey, c'est pas la parole, les gars. Ça est le panel, la gono, c'est Seigneur, si pas que tu es commandé. Hey, tout le merci mon Dieu. Il a invité la Bédigo dans le maquis d'à côté. Il a payé poisson, il a payé poisson. Tout ce qu'elle voulait, il y a donné. Il n'a même pas réfléchi à la dernière minute de la jeunesse. Atiawa yendele, Asoma yendele, Majori Tokaba yendele, Osoma yendele, Adonama yendele, Asoma yendele. On applaudit ça, mesdames et messieurs. Eh Seigneur. Atimina, Atimina Coco, Atimina, Atimina, Atimina Coco, Atimina, 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 Atimina Coco, Atimina, 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 Atimina Coco, Atimina Coco. Atimina Coco. Quand tu es malade, tout le monde te néglige. Souvent dans ta maladie, tu as besoin d'argent pour pouvoir te soigner. C'est le jour de ta mort qu'ils viennent trop nombreux. Même les personnes que tu n'as jamais connues cotiseront ces jours-là. Oh, d'accord. Oh, Cisco, pourquoi il s'agit de la sorte? Atimina, Atimina, Atimina Coco, Atimina, Atimina, Atimina Coco. Les jours de maman, mes amis seront là. Mais c'est depuis que l'on l'aime pour le quotidien. Ils accroient ma famille, que maman les touche à faux. Oh, c'est une manière de manifester les joies. Oh, les yo, il veut ça. Il veut. Fais le cœur. Hey yo, il veut ça. Partout en Afrique, démocratie. Partout en Afrique, multipartisme. Celui qui se lave pas du politique. Celui qui se pose pas du politique. Tu vas marcher maintenant plus sans ta politique. Dans les kiosques à café, nos parents au village. Tu vas marcher, mais on va pas de politique. Oh, il veut, j'ai pas dit moi, il veut ça. Il veut, lutter, il veut les causes. Il veut, ça, j'ai pas dit moi, ma vie, c'est la vie. Nos parents nous ont mis à l'école. Un matin, on appelait papa et maman. Le passage à Côte d'Ivoire, j'ai dit à maman que maman là-bas là, ça va plus oser. Merci mon Dieu, là-bas là, ça va plus oser. Maman, science, elle dit mon petit, faut pas voler. Comme tu as dit, tu as envie la musique, alors tu as toute ma bénédiction. Alors si tu passes en 2002 à chanter pour tout ça, en 2002, si tu passes à chanter, si la bandit président osé, 19 septembre 2002, le malheur venait juste de frapper la Côte d'Ivoire, des coups de fusil par-ci, le canon par là, tout cet honneur nous annonce la mort de Boca. Marcelin Yassé, rédigé la guerre, des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, on a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh, Coucou Stéphane. Ah, qu'est-ce qu'il a créé? Rasta Kazike. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Les démons tremblent toujours. Il règne pour fatiguer. Jésus règne, il règne, les démons tremblent.
On dit qu'il règne, c'est toi qui es bandit. Il est là pour nous sauver. Il dit que Jésus règne. Il règne les démons. Oh toi frère, oh toi, c'est toi qui pleure. Il est là pour nous. Il règne les démons. Ah, famille Boka, Gigi Boka, Anno Boka, la villa, c'est des Hey, il règne les démons tremblent. Kabakoloba. Ah, les démons tremblent. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Laissez vivre la vie des autres. Alors il n'y a pas de souci à ça. Laissez-nous vivre notre vie. Il n'y a même pas de souci à ça. Quand on a pris le micro là, d'autres se sont posés des questions. Mais quel est ces artistes qu'on ne connaît pas? Mais on n'a pas besoin non de se faire connaître. Alors laissez les temps autant de façon traverser le temps de la danse, poser des tentatives pour acabar les années. Oh, Zarago, Ça que ça, on applaudit pour ça. Hey. Allô.
All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier de l'audience a appelé l'affaire, s'il vous plaît. Oui, Madame le Président. Situation en Côte d'Ivoire, dans l'affaire Les Procureurs contre Laurent Gbagbo. Référence de l'affaire ICC 02 11 01 11. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des changements dans les équipes? Ce n'est pas la peine de faire le tour, seulement s'il y a des changements. Maître Altit. Merci Madame le Président. Permettez-moi de vous présenter, à côté de Maître Baron et Maître Vouivalic, que vous connaissez déjà, notre stagiaire, Milan Traoui. Bonjour, pour le bureau du Conseil public pour les victimes, Mademoiselle Louis Cavetruccio, juriste associé. Merci. Je vous remercie. Bon, s'il n'y a plus de changements annoncés, nous pourrons continuer avec la présentation du procureur. Monsieur Duterte, vous avez la parole. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame le Juge, bonjour Monsieur le Juge. Je vous remercie. Je poursuis cet après-midi ma présentation sur le plan commun, c'est-à-dire la politique visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tout moyen, notamment au travers d'attaques contre les civils. J'ai déjà illustré hier que Laurent Gbagbo avait l'intention de quitter le pouvoir, quel que soit le résultat du scrutin, et qu'il avait fait des préparatifs pour rester au pouvoir, notamment en légitimant derrière l'élection l'usage de la violence contre ses opposants. J'ai aussi montré qu'il avait fait le choix de la violence dès décembre 2010 et en ait voulu notamment pour preuve ses ordres d'impliquer l'armée contre les manifestants, ainsi que les déclarations et les actes des membres de son organisation. Et je suis justement arrêté, Madame la Présidente, honorable juge, au moment où j'avais démontré que les membres de l'organisation de Laurent Gbagbo partageaient l'option de Gbagbo pour la violence. Car tous ces membres non seulement sont déterminés à le maintenir au pouvoir,
mais il partage activement l'option de Gbagbo dans la violence. C'est tout d'abord clair au niveau du gouvernement, au sein duquel les manifestants sont littéralement considérés comme des ennemis. Les minutes du Conseil du gouvernement du 22 février 2011 mentionnent ainsi qu'il faut, je cite, utiliser plutôt le terme terroriste pour les manifestants. Fin de citation. Incidemment, on constate que ces minutes attestent du fait que ce sont les forces de sécurité, l'armée donc, qui étaient utilisées pour empêcher les recourants. IRN 0025-0082. Autre exemple. Lors du Conseil du gouvernement du 29 mars 2011, le ministre de la Communication recommande, je cite, des actions de terreur en réplique. Fin de citation. IRN 0025-0127. Ce qui n'empêche pas les dénégations publiques. Le Conseil du gouvernement du 8 mars 2011 qualifie ainsi l'incident de la marche des femmes de pur montage. On y reviendra. Au-delà du gouvernement, l'option violente est également partagée par les leaders de la galaxie patriotique. Ainsi, après le second tour, Charles Blé Goudet apparaît à la RTI et demande aux gens de surveiller leurs voisins pour voir s'il y a des rebelles. Le témoin P109 décrypte, et je cite, « J'ai compris qu'il demandait à ces gens de se méfier de nous. Même s'il n'a pas mentionné les nordistes, je me dis que quand Blé Goudet parlait des rebelles à Yopougon, c'était comme une manière d'encourager à faire du mal aux civils. » Voir paragraphes 59 et 61 notamment. Et ce n'est pas une interprétation gratuite. Quand Blé Goudet parle, il s'ensuit un surcroît de violence. Et je me réfère aux incidents des 26 et 27 février à Yopougon et du 1er mars à Abidjan, déjà évoqués dans ma première présentation, et également au document 0002-647. Blé Goudet assume du reste sans état d'âme. Il dit en mars 2011, je cite, « Dans une révolution, il y a toujours des effets collatéraux. » Fin de citation. Voir l'IRN 0019-0128. Ça, c'est pour le langage public, plus ou moins codé. Car dans les coulisses, les ordres de Blé Goudet sont plus explicites. P44 relate que les leaders de la galaxie patriotique, tels Serge Cassi ou Jean-Yves Dibaupieux, recevaient, je cite, les ordres de Blé Goudet. Et ils partaient sur le terrain, ils donnaient les ordres à leurs militants. Fin de citation. Ces ordres, c'était par exemple, je cite, « Il faut faire les barrages dans les rues, il faut contrôler les gens, faire la chasse aux hommes qui portaient les gris-gris. » Fin de citation. Car, explique P44, ils étaient considérés, je cite, comme des rebelles, ils venaient du Nord. Fin de citation. P44 ajoute, il fallait, je cite, tuer tous ceux qui portaient les gris-gris. Et c'est ce que les gens faisaient, les gens les attrapaient pour les brûler, pour les tuer. Fin de citation. Voir aussi, en dehors de P44, la vidéo 0003-0668, où un membre de la FESCI reconnaît, à la FESCI, on a tué, on a tué. L'adhésion à la politique de violence de Gbagbo est non seulement avérée au sein du gouvernement
et de la galaxie patriotique, mais encore elle est avérée chez ses proches. Ainsi, Simone Gbagbo incite publiquement à la violence contre les partisans réels ou supposés de Ouattara. Dans son discours du 15 janvier 2011, elle dit, je cite, « Chaque fois qu'on les prend, c'est les gris-gris, c'est les fétiches qu'on trouve. Est-ce que toi, dans l'autre camp, tu peux t'allier à des défenseurs des rebelles ?» Fin de citation. Simone Gbagbo reprend ici l'amalgame, Madame la Présidente, honorable juge, entre ceux qui ont des fétiches, les gens du Nord, réputés pro-Ouattara, et les rebelles. Elle ajoute alors que les Ivoiriens doivent relever tous les défis. Et elle précise, je cite, « Quand je dis relever tous les défis, je dis récupérer la totalité du territoire ivoirien, c'est notre travail à nous tous. Je dis nettoyer nos forêts, je dis nettoyer nos champs, récupérer nos champs. » IRN 0019-0018. Honorable juge, les expressions nettoyer nos forêts et nettoyer nos champs sont des appels à éliminer les partisans de Ouattara. Et bien plus, dans les coulisses, Simone Gbagbo attise et orchestre la violence. Lors d'une réunion du Congrès national de la résistance pour la démocratie, CNRD, fin 2010, elle écrit dans son agenda, je cite, « Incitation à une réplique par les FDS à armes réelles ». Fin de citation. IRN 0018-0810, page 0832. Cette annotation est importante, vu son objet, naturellement, et sa date. On est au tout début de la crise. Et une précision, on sait que cet agenda est celui de Simone Gbagbo, car il a été trouvé à la résidence présidentielle dans sa chambre à coucher, et car l'écriture est la même que sur des documents qui lui sont attribuables, comme la pièce 0018-0895. Autre exemple d'adhésion de Simone Gbagbo à l'option violente de son mari. En mars 2011, Simone Gbagbo convoque une réunion. La décision est alors prise, avec elle, de brûler les maisons des membres du RHDP. Une liste de noms est donnée. Je ne cite pas la source en audience publique, elle figure dans mon document. S'agissant de cette pratique d'incendie, toutefois, voir également le témoin P48 au paragraphe 34 à 35. Gouvernement, leader, proche, l'adhésion à la politique de violence est également un fait chez les membres FDS de l'organisation. Ainsi, en février 2011, le commissaire Robé, adjoint de Bipoint, déclare que le SECOS est prêt pour le nettoyage et qu'il attend les ordres. IRN 0021-0843. Et toutes ces personnes complètent ou fournissent à Laurent Gbagbo les moyens armés nécessaires à sa politique d'attaque contre les civils. Permettez-moi, Madame la Présidente, honorable juge, d'être plus rapide sur ce point. Premièrement, via le ministre de la Défense Mangou et le chef d'état-major, par exemple, le ministre de la Défense Dogou et le chef d'état-major Mangou, Gbagbo a le contrôle effectif des FDS, dont il est du reste constitutionnellement le chef suprême, voire notamment P09. Deuxièmement, via Blé-Goudé et les FDS, Gbagbo contrôle les jeunes patriotes, voire, entre autres, P164, paragraphes 72 à 82, relativement au contingent Blé-Goudé. Troisièmement, via les FDS, Gbagbo contrôle les mercenaires étrangers. Exemple, il y avait des mercenaires sous l'autorité du colonel Abougado au camp Agban d'Adjamé, voire P49, paragraphe 47-48. Et quatrièmement, Simone Gbagbo
concourt au contrôle de Laurent Gbagbo sur les hommes politiques et les leaders, notamment via le CNRD, voire entre autres P69. Et tout fonctionne avec synergie. P44 nous dit, je cite, « Il y avait des réunions de crise qui étaient créées par Blé, les réunions qui étaient créées par la Première Dame, les réunions qui étaient créées par le Président lui-même. Il y avait des réunions tout le temps. » Fin de citation. Et les moyens suivent. Entraînement, mise à disposition d'argent et fourniture d'armes par Blé Goudet et par Simone Gbagbo en provenance du palais présidentiel, voire notamment P46. J'en viens maintenant, Madame la Présidente, honorable juge, à ma dernière partie. Gbagbo, Laurent Gbagbo, est l'ultime responsable de la politique de violence contre les civils. D'abord, Gbagbo est informé de tout. Première source d'information, Laurent Gbagbo assiste au Conseil des ministres, comme le 16 décembre 2010, jour de la manifestation à la RTI, ou les 6 janvier et 10 mars 2011. Surtout, Gbagbo est informé par les FDS. Le chef d'état-major Mangou avait des contacts quotidiens avec Laurent Gbagbo et lui rendait compte de tous les faits. C'est important, car Mangou était lui-même informé en temps réel de tout ce qui se passait, et car Mangou avait des réunions journalières avec les autres généraux, voire notamment le témoin P10. À ces contacts quotidiens s'ajoutent les réunions convoquées par Gbagbo. Mangou donnait alors le détail des opérations, cartes et présentations PowerPoint à l'appui, voire à nouveau P10. Et puis, le général Casseraté et l'amiral Fossigno rendaient eux aussi compte à Gbagbo, comme le relate P46. Également, au-delà du gouvernement et des FDS, Gbagbo reçoit de l'information via son épouse ou via la galaxie patriotique. Ainsi, Blé Goudet était souvent à la présidence, voire P46. Au total, comme le dit P10, Gbagbo savait ce qui se passait, voire l'IRN 0016-0084, ligne 84 à 95. Mais non seulement Gbagbo est informé de tout, mais c'est lui le décideur. Premièrement, Gbagbo décide en ce qui concerne le gouvernement. J'aimerais juste à ce point-là une très très rapide audience à huis clos partiel, Madame la Présidente, pour ne pas révéler l'identité d'une personne. Oui, je vous demande, le greffier d'audience, de passer en session à huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous sommes en audience publique, Madame le Président. Au-delà du gouvernement, l'armée. S'agissant des FDS, donc l'armée et la police, là encore Gbagbo est le décideur. P10 précise, Mangou n'est pas chef. Il reçoit, je cite, des instructions du ministre de la Défense et du Président. Ce sont les deux autorités qui peuvent donner les instructions.
Il n'y a pas d'autre. Fin de citation. P9 confirme que c'est Gbagbo qui donne les instructions à l'armée. Étant précisé que l'intervention de l'armée en milieu urbain est effectivement du ressort du chef de l'État, comme l'indique P46. Pour rappel, c'est Laurent Gbagbo et ses ministres qui ont donné les instructions à Mangou pour la manifestation de la RTI du 16 décembre 2010, avec les conséquences qu'on connaît. C'est encore Gbagbo qui, fin février, début mars 2011, dit qu'il ne veut pas perdre Abobo et demande de tenir Abobo. Car comme le souligne P10, Abobo, c'est Abidjan. C'est justement à Abobo qu'on a 2 de nos incidents en mars 2011. Et non seulement Laurent Gbagbo donne des instructions aux officiers généraux, mais encore il contrôle directement certaines unités FDS qui sont au cœur des violences. Premièrement, Gbagbo contrôle la garde républicaine. Dogboblé, chef de la garde républicaine et commandant militaire du palais, répond directement à Gbagbo, voire P9. C'est Dogboblé à qui la haut-commissaire aux droits de l'homme a adressé une mise en garde le 3 décembre 2010 pour des exactions imputées à la garde républicaine. Dogboblé était justement présent lors de la réunion avec Gbagbo, fin février, début mars, que je viens d'évoquer. Et on verra que la garde républicaine sera impliquée dans l'incident du 3 mars 2011, tout comme elle l'était dans la répression de la manifestation de la RI. Deuxièmement, en plus de la garde républicaine, Gbagbo contrôle le SECOS. Bipoint, commandant du SECOS, traite directement avec Gbagbo. 9 et le rapport 0018-054. Le commissaire Robé, adjoint de Bipoint au SECOS, et dont on a déjà parlé, est lui aussi très proche de Gbagbo, comme le dit P46. Et on verra que le SECOS est présent sur l'incident de la RTI, comme il était présent sur l'attaque de nombreux civils. Troisièmement, Gbagbo est également en contact direct avec d'autres commandants sur le terrain. Abei, chef du groupe Escadron Blindé, est présent lors d'une réunion le 3 décembre 2010 avec Gbagbo. C'est un proche de Gbagbo. Voir P49, paragraphes 8 et 14. De même, Gbagbo est la seule personne à pouvoir donner des ordres à Dadi, chef du bataillon d'artillerie installé au camp commando durant la crise. Voir P239, paragraphes 12 et 14. C'est précisément, Madame la Présidente, honorable juge, du camp commando que viendra le bombardement du marché d'Abobo le 17 mars 2011. Et Gbagbo fait même du management au sein des FDS. Le 18 janvier 2011, il ordonne de démettre le directeur des unités d'intervention de la police. Je ne cite pas ma source, elle est dans mon texte. Du côté des leaders et des jeunes patriotes, la situation est similaire à ce qu'elle est pour le gouvernement et les FDS. Gbagbo est là aussi aux commandes. Selon P11, Blé Goudé ne peut tenir un meeting sans avoir informé Gbagbo. C'est corroboré par P44. P44 déclare que, je cite, « tout ce que Blé Goudé faisait, là, c'est le président qui lui disait ». Blé Goudé ne pouvait parler à la RTI sans l'accord de Gbagbo. Blé Goudé ne pouvait pas non plus, je cite, demander à la jeunesse de faire les parades sur toutes les rues d'Abidjan et de faire des contrôles et faire chasse de l'homme. Fin de citation. S'il n'a pas eu d'instruction de Gbagbo. Même situation s'agissant des mercenaires, comme le prouve le courriel 0021-1290 de décembre 2010, et même chose enfin du côté des proches. Par exemple, selon P11, Simone ne peut tenir un meeting sans informer Laurent Gbagbo. Et lorsque Simone Gbagbo donnait des instructions, P44 dit, je cite, « c'est forcé que la dame va avertir son mari, c'est forcé, il est au courant ». Fin de citation. P69 va dans le même sens. J'en viens à ma conclusion, Madame la Présidente, honorable juge. La réalité, c'est qu'on voit que Gbagbo
a mis en œuvre des moyens létaux contre les civils. Les préparatifs, les nominations, les déclarations, les ordres, les actions des uns et des autres, toutes ces preuves, directes ou circonstancielles, mises bout à bout, mises en lien les unes avec les autres, montrent l'existence d'une politique de Laurent Gbagbo adoptée par son organisation pour cibler les partisans de Ouattara afin de rester au pouvoir. Une politique qui ne résulte pas d'initiatives erratiques de commandants sur le terrain. Laurent Gbagbo a lancé ses bras armés contre les civils. Et il a été l'initiateur et il a été la finalité des actions des membres de l'organisation, à qui il disait, je cite, « Si je tombe, vous tombez aussi ». Le plan commun tourné autour de lui, c'est pour cela, Madame la Présidente, honorable juge, qu'il est aujourd'hui devant vous comme plus haut responsable. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Oui, nous pourrons soumettre donc les documents que nous avons évoqués sur des DVD à la fin de l'audience. Et je vous solliciterai maintenant pour la prochaine présentation que le greffier d'audience puisse donner accès au procureur pour diffuser sur tous les écrans. Et mon collègue Eric McDonald va faire donc la prochaine présentation. Madame la Présidente, honorable juge, je crois qu'il va falloir se mettre sur PC1 pour voir la présentation. Vu l'heure, je ne suis pas certain si je vais être capable de compléter ma présentation. Alors, il est fort probable que je devrais faire une pause. Si toutefois je voyais que je pouvais terminer, est-ce qu'on m'accorde quelques minutes additionnelles à cette première heure ou est-ce que vous préférez que je mette un terme à l'heure à 15h30? Écoutez, peut-être c'est mieux si vous commencez et on va voir, parce que peut-être vous aurez besoin de plus que quelques minutes et à ce moment-là, ça serait mieux de suspendre. Mais si c'est que seulement 5-10 minutes de plus, j'imagine qu'il n'y aurait pas de problème de continuer, mais peut-être on pourrait voir à la fin comment est-ce qu'on va. Pas de problème, Madame le Président. Merci. Je vous remercie. Très bien, alors débutons. Avant de débuter, j'aimerais juste attirer ou mentionner que je salue au passage notre ancienne collègue, Mme Cécile Madec, qui devait présenter cet événement de la marche sur la RTI, mais qui depuis nous a quittés pour maintenant pratiquer à Paris. Alors, je vais donc présenter le texte qu'elle avait préparé. Ma présentation va donc porter sur les événements qui se sont déroulés au mois de décembre, soit plus précisément le 16 et 19 décembre 2010 à Abidjan. Donc pendant et après l'événement qui est mieux connu comme étant la marche sur la RTI. Les forces pro-Gbagbo ont réprimé cette manifestation dans la violence dans divers quartiers d'Abidjan et ce, jusqu'au 19 décembre 2010. Elles ont tué, rappelons-le, des chiffres conservateurs d'au moins 54 personnes, blessé grièvement au moins 54, ainsi que violé au moins 17 femmes et jeunes filles. Lors de cette présentation, je parlerai tout d'abord du contexte entourant la marche,
les mesures prises par les forces pro-Gbagbo et leur déploiement pour bloquer les manifestants. Je vous montrerai ensuite les points de rassemblement et les routes empruntées par les manifestants. Enfin, je décrirai les différents crimes commis contre la population civile d'Abidjan entre le 16 et le 19 décembre. Alors pour ce faire, je vais utiliser un support visuel afin de faciliter la localisation des lieux que je vais décrire. Alors, le premier plan, vous pouvez voir dès à présent le premier plan apparaître sur vos écrans, qui représente une vue d'ensemble d'Abidjan avec quelques indications de lieux, dont l'emplacement de la RTI qui est identifié par une petite tour. Les 13 et 14 décembre 2010, M. Guillaume Soro, le premier ministre de M. Ouattara, a invité la population à prendre part à une marche pacifique afin de libérer la RTI et d'installer un nouveau directeur. Le témoin P117 rapporte que M. Soro a déclaré, et je cite, « Nous allons procéder à une marche pacifique. Nous ne serons pas armés. Alors pourquoi avoir peur ?» Il s'agit du paragraphe 24 de la déclaration du témoin 117. La libération de la RTI était un objectif important. Pourquoi? La RTI est le principal média de l'État ivoirien. D'après le témoin P69, les médias de communication comme la RTI sont des endroits stratégiques qui font partie du poumon de l'État. Au lendemain des élections, la RTI était toujours sous le contrôle de M. Gbagbo, qui l'utilisait comme un instrument de propagande. Rappelons que déjà en 2004, M. Nebou, le conseiller spécial de M. Gbagbo, avait souligné son importance et soutenu que la RTI devait s'interdire de faire la promotion de tout ce qui est rebelle et défie l'autorité de l'État. Je vous réfère à l'ERN 0025-0722 à la page 0723. L'importance de la RTI ressort également des propos tenus lors du Conseil des ministres du 15 mars 2011, où la RTI était félicitée pour sa promptitude à l'information et il était suggéré que tout journal qui parle des deux présidents soit sanctionné. ERN 0025-0113. En somme, M. Gbagbo ne pouvait en aucun cas perdre le contrôle de la RTI. Perdre le contrôle de la RTI et perdre le contrôle de l'information qui rejoint l'ensemble des citoyens de la Côte d'Ivoire. Vu son caractère stratégique, la RTI était toujours gardée par des gendarmes et des militaires. Au moment de la manifestation, ce dispositif a même été renforcé. Et pour ce faire, je vous réfère au témoignage de la déclaration du témoin P69. Dans la journée du 15 décembre 2010, un haut gradé de M. Gbagbo a déclaré sur les ondes même de la RTI que quiconque sortirait pour se rendre à la marche serait dans de, et entre guillemets, sales draps. Pour le témoin P117, les mots utilisés étaient très forts et impliquaient que quiconque sortirait pourrait être tué. Il le mentionne au paragraphe 21 de sa déclaration. Le 15 décembre au soir, le témoin P10 relate que le chef d'état-major, Mangou, a convoqué une réunion avec le haut commandement des FDS afin de discuter des mesures qui devaient être prises en vue de la manifestation annoncée et des instructions qu'il avait reçues
de Laurent Gbagbo, du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. Le directeur général de la police a ensuite exposé les mesures à prendre. Je vous réfère à l'ERN 0016-0130 et aux lignes 563 et suivantes. Comme résumé par le témoin P9, il fallait empêcher tout accès à la RTI. Le témoin P10 explique que les forces pro-Gbagbo devaient être positionnées autour de la RTI et dans d'autres quartiers d'Abidjan pour encadrer la manifestation. Les manifestants ne devaient pas franchir les barrages dressés, ils devaient être repoussés, voire dispersés, avant même qu'ils ne puissent se rassembler. Alors les références sont dans notre texte. En temps normal, ce sont la police et la gendarmerie qui sont chargés des opérations de maintien de l'ordre lors de manifestations civiles. L'armée ivoirienne, équipée d'armes de guerre, n'est absolument pas formée à encadrer ces manifestations. Cependant, le témoin P9 expose qu'en décembre 2010, M. Gbagbo a ordonné à l'armée ivoirienne de prêter main forte aux forces de l'ordre contre la vie même des chefs des FDS. C'est pourquoi le témoin P10 explique que lorsque le directeur général de la police a exposé les instructions, il a demandé le renfort de la gendarmerie, mais aussi de l'armée et du SECOS. Le témoin P9 explique que cette opération de maintien de l'ordre était une opération militaire conjointe, coordonnée par l'état-major général des forces armées. Le témoin P10 confirme que le chef d'état-major Mangou tenait Laurent Gbagbo informé des événements. Le 16 décembre 2010, les forces pro-Gbagbo, conformément aux instructions, ont encerclé le périmètre immédiat de la RTI en se positionnant aux principaux carrefours qui y mènent. Les carrefours apparaissent maintenant au plan numéro 2 et sont identifiés à l'aide d'un X rouge. Les références ERN des plans 2 à 5 sont indiquées sur chaque plan et ne seront donc pas mentionnées oralement. Notez le carrefour du boulevard de l'Université, le carrefour de la Vie, le carrefour Duncan, le carrefour de la Cité des Arts, le carrefour Mermoz, le carrefour Saint-Jean, le carrefour Soguefia. Dans d'autres endroits stratégiques à Cocody, tels que le carrefour de la rue Le Pic, où se trouve le siège du Rassemblement des Républicains, soit le RDR, est également contrôlé par les forces pro-Gbagbo. Dans d'autres quartiers d'Abidjan, comme à Bobo, et maintenant je vous renvoie au plan numéro 3, les témoins ont rapporté que les forces pro-Gbagbo avaient encerclé le rond-point d'Abobo, qui était positionné aux 4 coins d'Abobo-Gare, ainsi que dans les sous-quartiers de Samaké et d'Okwi. Le plan numéro 4. À Adjamé, les forces pro-Gbagbo étaient déployées en nombre. Des groupes ont été signalés vers la compagnie ivoirienne d'électricité, le carrefour Makassi, à Williamsville, au niveau du carrefour du Zoo, du carrefour du camp Agban, du carrefour Kobenan, ainsi que de la mairie d'Adjamé. J'y reviendrai à la mairie d'Adjamé à la fin de ma présentation. Comme le montre à présent le plan numéro 5, les forces pro-Gbagbo étaient également présentes devant le siège de l'ONUCI à Atekoubé et au niveau du pont d'Andokoy à Yopougon. Madame la Présidente, honorable juge, vous avez maintenant le plan 1 à 5 regroupé.
Ces éléments démontrent l'ampleur du dispositif déployé par les forces pro-Gbagbo alors qu'elles étaient informées qu'il s'agirait d'une manifestation civile pacifique. Un email envoyé à la secrétaire particulière de Mme Gbagbo, Simone, résumant les discussions tenues lors de réunions de sympathisants de M. Ouattara, prévenait de la qualité de civils des manifestants décrits comme la population. Et je vous réfère à l'ERN 0018 0441. Cette information est confirmée par les témoins que l'accusation a interviewés. Et je vous réfère aux témoins P106, P107, P109, P112, P117, P172, P184, qui tous décrivent les participants à la manifestation comme des gens de tout âge, incluant des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et ils déclarent qu'ils n'ont pas vu de manifestants armés. Pour revenir sur la déclaration liminaire de Maître Altit, l'ensemble de ces témoins, je vous soumets que nous sommes loin d'une simple revue de presse pour répondre donc ou soutenir les charges qui pèsent contre M. Gbagbo. Le témoin 106 raconte qu'au départ de chaque groupe, des hommes âgés fouillaient les marcheurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'armes. Paragraphe 29 de sa déclaration. De même, le témoin P9 reconnaît qu'il n'a pas eu connaissance de manifestants armés. M. Ouattara ne voulait pas tomber dans le piège des confrontations violentes, selon le document 0025-0138 à la page 0139. Le matin du 16 décembre 2010, les manifestants s'étaient rassemblés en grand nombre dans les quartiers d'Adjamé, d'Abobo, de Yopougon, tous à la gauche de votre écran, avant de se diriger vers la RTI. Je vous invite maintenant à visualiser le plan suivant, soit le plan numéro 6. À défaut de pouvoir se rassembler à la gare d'Abobo, qui était cernée par des policiers, de nombreux manifestants ont dû se rassembler à d'autres points, comme le témoin P117 qui s'est rendu au niveau du quartier d'Abobo-Kennedy, le mentionne au paragraphe 35 de sa déclaration. Le témoin 172 relate qu'ils se sont retrouvés au niveau de Banco et le témoin 184 au niveau du rond-point de Sans-Manqué. Le témoin P106 raconte qu'ils se sont rassemblés au niveau de la pharmacie d'Okwi. Et vous avez cela au paragraphe 28 de sa déclaration. Dans le quartier d'Adjamé, le témoin 107 explique qu'ils sont partis du quartier de la Liberté en direction de la RTI. À Cocody, ils ont retrouvé d'autres groupes au siège du RDR, rue Le Pic. Ils étaient déjà plus de 200 personnes avant d'arriver au point de rencontre. Dans le quartier Yopougon, le témoin 109 a quant à lui rejoint un groupe en provenance de Port-Bouet 2. En réponse à ces manifestations, les forces pro-Gbagbo ont mis en œuvre les instructions reçues de l'état-major. Par exemple, vers 9h30 le matin, les commandants Bagro du groupement CRS-1, alias Nimbus, a donné l'ordre de nettoyer la route Zou-Samaké, qui est l'axe principal reliant Abobo à Cocody, et de, et je cite, « rentrer franchement dans la foule ». Malgré le dispositif déployé, le témoin P10
rapporte que les manifestants en provenance d'Abobo et d'Adjamé ont franchi les barrages du carrefour du Zou et du carrefour du camp Agban. Il explique que le chef d'état-major a alors donné instruction d'envoyer des renforts au carrefour de la vie, qui était le dernier avant ceux de la RTI. Madame la Présidente, dès le début des rassemblements, certains éléments pro-Gbagbo ont tenté de dissuader les partisans de M. Ouattara de participer à cette marche et les ont prévenus qu'ils seraient tués s'ils s'entêtaient à le faire. Le témoin 109 a été averti par un gendarme que s'il se rendait à la marche, il allait se faire tuer, entre guillemets, cadeau. Pour rien. Les témoins 112 et 117 racontent que des policiers les ont également prévenus qu'ils devaient rebrousser chemin, car ils allaient rencontrer un autre groupe qui était déjà en train de tirer et ils allaient se faire tuer. L'intention de l'opération conduite par les forces pro-Gbagbo est démontrée par les moyens utilisés pour empêcher l'accès à la RTI, qui allait bien au-delà des moyens conventionnels de maintien de l'ordre. Les forces pro-Gbagbo étaient prêtes à ouvrir le feu sur les manifestants. Je vais à présent décrire les crimes commis par les forces pro-Gbagbo à l'endroit des civils dès le début de la manifestation. Alors, pour faciliter leur visibilité, chaque crime sera localisé sur les plans successifs et par couleur selon sa nature. Pour cette section, nous allons donc afficher les plans de 8 à 10. Le plan numéro 8. À Abobo, le témoin P117 raconte que dès, et ceci viendra à une certaine importance, l'heure, le début de la manifestation, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, dès 5 heures du matin, les tirs avaient commencé dans tous les quartiers. Au niveau du rond-point d'Abobo et d'Abobo-Gare, les policiers tiraient dans tous les sens pour empêcher les rassemblements. Partout où il y avait des rassemblements, les policiers tiraient. Amnesty International rapporte d'ailleurs que les FDS ont tué au moins 6 personnes non armées dans le quartier d'Abobo en lançant des grenades lacrymogènes ou en ouvrant le feu. Je vous réfère à la pièce 003-0745. À Adjamé, maintenant le plan numéro 9, un homme rapporte que des miliciens de la Fédération étudiante pro-Gbagbo, la FETCHI, et des mercenaires les avaient encerclés au niveau du quartier Payet, faisant de nombreux blessés. Un autre homme rapporte qu'aux environs du camp Agban, ils ont été encerclés par les FDS qui ont lancé des grenades et tiré sur la foule. Son fils a été blessé et enlevé. Le témoin 112 rapporte que les policiers ont commencé à leur tirer dessus par balles et par grenades au niveau de Makassi, car les manifestants résistaient au gaz lacrymogène. Il a vu 4 personnes blessées. Gaz lacrymogène. Nous allons revenir à la fin. Au niveau d'Adjamé-Williamsville, le témoin P117 raconte que les policiers ont lancé des grenades lacrymogènes alors que la fumée les empêchait de voir. Les policiers ont tiré sur la foule et lancé des grenades. Sans pouvoir donner de chiffre exact, le témoin P117 a vu beaucoup de personnes se faire tuer. Au niveau d'Adjamé-Liberté, le témoin 109 relate qu'il a entendu des tirs venant de partout et a vu une personne grièvement blessée par balle. Un compte-rendu de la police dénombre à lui seul 7 décès et 13 blessés à Adjamé, suite aux interventions des forces pro-Gbagbo. Je vous réfère à cette pièce, car elle a son importance, elle est concomitante, malgré que la copie que nous avons a été reçue au ministère de l'Intérieur ou de la Défense de mémoire au mois de janvier. Mais si vous regardez le rapport, ce rapport, il est daté de la journée en question.
Et on retrouve le RN à 0010-0028. On y mentionne, entre autres, les gaz qui ont été utilisés. Plus les manifestants se rapprochaient du périmètre de la RTI, plus la répression s'intensifiait. Le plan numéro 10, à Cocody, au niveau du carrefour Duncan, le témoin 106 témoigne que son groupe de marcheurs s'est fait attaquer par les jeunes de la FETCHI et des mercenaires. Ils ont lancé des lacrymogènes, des grenades et tiré avec leurs kalachnikovs. Les FETCHI criaient, et je cite, au paragraphe 34 de sa déclaration, « Tuez-les, frappez-les, tuez-les ». Le témoin 106 a vu des gens blessés par balles et par des éclats de grenades. Lui-même a été blessé au bras. Au carrefour de la vie, toujours à Cocody, les FDS ont également tiré sur les manifestants. Un témoin raconte que suite à ces tirs, son frère a été arrêté. Depuis ce jour, il a disparu. Je vous réfère à l'affidavit que l'on retrouve à l'ERN 007-0231, le premier affidavit. Au grand carrefour avant la RTI, les FDS ont d'abord tiré en l'air pour disperser la foule et lancer des lacrymogènes. Ils ont ensuite ouvert le feu avec leurs kalachnikovs et tiré des roquettes. Malgré la fumée, le témoin P107 raconte qu'il a pu voir beaucoup de morts et que lui-même a reçu une balle au genou. Au niveau du carrefour Saint-Jean, un homme déclare que les éléments sécos et des militaires ont lancé des grenades lacrymogènes et leur ont tiré dessus. Son cousin qui l'accompagnait a été criblé de balles. Voir le paragraphe 6 de l'affidavit compilant les déclarations des témoins de l'incident que l'on retrouve à l'ERN 0007-0235. Près de la RTI, le témoin 109 raconte avoir entendu d'un ami que la garde républicaine leur avait tiré dessus et que des gendarmes les poursuivaient. Il y avait des morts et des blessés. Les témoins 107 et 117, ainsi qu'un témoin de l'affidavit 1, ont déclaré que leurs groupes respectifs avaient pourtant levé les bras en l'air pour signifier aux forces pro-Gbagbo qu'ils n'étaient pas armés. Madame la Présidente, honorable juge, je vais maintenant mettre en lumière les crimes commis par les forces pro-Gbagbo dans les heures et les jours qui ont suivi la manifestation. Car en effet, alors que les manifestants se dispersaient, les forces pro-Gbagbo les ont pourchassés et ont mené une véritable campagne de persécution contre toute personne perçue comme soutenant M. Ouattara, et ce, dans les différents quartiers d'Abidjan. Ainsi, des assassinats, des viols, des actes inhumains ont été commis, tous motivés par l'appartenance ethnique, religieuse ou politique, supposée ou avérée des victimes. À Cocody, alors que les personnes fuyaient le grand carrefour avant d'arriver à la RTI, fuyaient, le témoin 107 raconte qu'il a vu des groupes FDS arriver d'autres carrefours avec des véhicules armés. Il y avait également des FDS en haut des immeubles munis de fusils snipers qui tiraient sur eux. Le témoin 107 explique qu'il s'est ensuite dirigé vers la résidence universitaire, où il a vu des jeunes du FETCHI qui tiraient des étages de la résidence. Alors qu'il courait, il a reçu une balle au genou. Une fois caché dans les herbes, le témoin a vu des FDS arriver dans 3 4x4 du SECOS, ainsi que des mercenaires. Ils étaient là pour les tuer, les blesser. 4 personnes ont été tuées sous ses yeux. Un article de Human Rights Watch rapporte qu'au niveau de Riviera 2, toujours à Cocody,
un groupe de jeunes du FETCHI, avec des membres du SECOS, ont poursuivi, battu et exécuté un jeune qui passait. Je vous réfère à l'ERN 0002-0166 pour ce qui est du rapport. Au niveau d'Adjamé, Liberté, le témoin P109 raconte qu'il a vu des gendarmes qui arrêtaient des gens pour les mettre dans des véhicules, des cargos. Au niveau d'Adjamé-Williamsville, les témoins P112 et P117 expliquent que les policiers se sont mis à pourchasser les manifestants qui fuyaient en direction du cimetière de Williamsville ou des Deux Plateaux à Cocody, et ce, pour les arrêter. Les témoins 112 et 117 ont chacune été arrêtés par des policiers et mises dans un cargo, puis emmenées à l'école de police à Cocody. La témoin 112 explique que la plupart des personnes arrêtées étaient de l'ethnie Dioula et soutenaient M. Ouattara. Les policiers avaient tellement battu certains hommes qu'ils avaient les jambes cassées. Le témoin, la témoin 117, relate son arrestation et raconte qu'elle a supplié un policier de la laisser partir, mais qu'il lui avait répondu, et je cite, « C'est vous qui essayez de déstabiliser ce pays. On vous a défendu de sortir, vous avez refusé et vous êtes sortis. Il y a un président et c'est Gbagbo. » Elle rapporte également qu'un policier a aussi affirmé aux hommes dans le cargo que c'est le président qui avait donné l'ordre de les tuer. Avant de les emmener à l'école de police, les cargos ont fait le tour des quartiers pour attraper d'autres personnes, d'autres civils, plus de gens. Je vous invite maintenant à observer le plan numéro 12 qui s'affiche sur vos écrans. Une fois arrivé à l'école de police à Cocody, toujours le 16 décembre 2010, le témoin P112 raconte que les policiers les injuriaient et disaient « Nous allons tous vous tuer. Tous les Dioula. C'est vous qui êtes sortis pour aller marcher à la RTI. » À l'école de police, le témoin 117 explique qu'elle a vu des personnes se faire frapper à coups de pied ou à coups de crosse de fusil lorsqu'elles refusaient d'obéir aux ordres. Les témoins 112 et 117 témoignent toutes deux qu'elles ont été brutalisées et violées par des policiers. Et s'agissant de P117, à plusieurs reprises. P112 raconte également qu'une mère et sa jeune fille pleuraient. La mère décriait qu'elles avaient détruit sa fille et emporté sa virginité. Avant de violer le témoin P117, le policier lui a déclaré que Simone Gbagbo leur avait demandé de violer toutes les femmes qui étaient à la marche. Et s'il ne pouvait pas les violer, de faire entrer un bâton par devant. Le policier qui a violé le témoin P112 lui a dit que les Dioula avaient cherché tout ce qui leur arrivait. Madame la Présidente, honorable juge, je crois que je vais arrêter ici et poursuivre après la pause. Je vous remercie. Je vous remercie. On va suspendre l'audience et revenir à 4 heures. L'audience est levée.
village de Blécoudé. Ils ont tiré sur toute âme qui vit. Ils sont partis dans le village de Didier Drogba. Ils ont tué toute âme qui vivait. Le seul lien commun, c'est qu'ils viennent de l'ouest du pays. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour de simples élections, ils ont tué dans mon pays. Et quand j'ai chassé, tué tous ceux qui suivaient Gbagbo, je dis c'est vous, c'est vous, c'est vous, les assassins, c'est vous. C'est vous, c'est vous qui avez tué. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Depuis cette guerre, j'ai compris beaucoup de choses. Nous voulions notre liberté, on nous a mené des bombes. L'armée de Babylone a bombardé des sites civils. Ils ont tué mes frères ivoiriens. Pour ça, je dis c'est vous, c'est vous, c'est vous. Assassin de mon peuple, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous le tueur, c'est vous, c'est vous, c'est vous, ooh yeah. Jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. Il est grand temps de faire bouger les choses. Votre avenir est en jeu, vous devez vous réveiller. L'Afrique doit être dans le concert des nations. Ces puissances occidentales savent. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui devez sauver. C'est vous, c'est vous, c'est vous, jeunesse africaine. C'est vous, c'est vous, c'est vous, réveillez-vous. C'est vous, c'est vous. C'est vous, devez faire bouger. C'est vous, c'est vous, c'est vous, jeunesse africaine. C'est vous, c'est vous, c'est vous, vous devez faire bouger les choses. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous. Il est l'heure, on y voit. Levons-nous pour la gloire du pays. C'est ça qu'elle doit vouloir. Arrêtez votre fusil là. Arrêtez votre fusil là. Arrêtez votre fusil là. Arrêtez votre fusil là. C'est naturel de dire la vérité. Oh, maman. Il y a la paix, il y a la vie.
Marché d'Ifé, Sambé aussi craché au Tagaté, d'Ifé, à d'Ifé là, y a des Maliens, des Guinéens, nos frères aussi, et ni des grattés. Non, on n'est pas xénophobe, on est trop gentil, et n'est guépé, n'a d'Ifé, n'est d'Ifé, n'a d'Ifé. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, oh, faut la protéger. Mobutu a pleuré, Pacifique a chanté, Capella a chanté, Eddie a pleuré, oh, Aya Nové la paix. Y'a moi là, y'a Dieu, c'est Zeki, c'est moi le couille là. Voilà. Les blancs voulaient nous tuer, indépendance et bienvenue, où on voulait s'amuser, crise économique à tout gâter, et s'en fout, Ivoirien, oh, s'en fout, on n'a pas dit que, on s'en fout, et s'en fout, Ivoirien, oh, s'en fout, on n'a pas dit que, on n'a pas dit que, on s'en fout. Nous allons en situation compliquée, donc évitez en attention. On dirait que la Côte d'Ivoire est dans la crise. Ce qui est sûr, Ivoirien n'est pas dans la crise. Ivoirien est chrétien parce qu'il n'y a plus l'argent pour payer les moutons, les cabris de sacrifice. Ivoirien qui est là veut jamais gâter son nom. Et c'est pourquoi il est obligé de vivre au-dessus de ses moyens tout le mois. Parce que Abidjan, si tu n'as rien, on dit tu es mort. Quand tu es un peu haut, on dit tu es décédé. Généreux dehors, très avare à la maison. Beyo, Léo, Ikeo. Même les garçons en état dans le mois maintenant. Abidjan est rempli de poulets sans propriétaire. Quand tes pièces, le show est rare, on roule. Beyo, Ikeo. Valerio, Mao, Ikeo. Nous allons en situation compliquée, donc évitez en attention. Ivoirien est grand, mais Abidjan est petit. Joli garçon, il a trop de problèmes.
a trois visages dans le mois. Il rit aux éclats, assis à l'hôtel Ivoire, ça c'est le 5 du mois. Il rit jaune, assis à la rue Princesse, ça c'est le 15 du mois. Fugu serré, il est assis chez Diallo le 28 du mois. On dirait quelqu'un qui n'a même pas vu ses règles. Le pauvre Diallo, il va endosser les crédits et les bordereaux, gros cahier de crédit. Si tu t'amuses, il va te donner un conseil du pays. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Amazeyo, zeyo, 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 amazeyo. Tapio, mao, ikeo. Amazeyo. Cherche, mao, ikeo. Amazeyo. Beyo, beyo, ikeo. Amazeyo. Chorao, mao, ikeo. Amazeyo. Nous allons en situation compliquée, donc et puis sans attention. Amazeyo. SOS ivoirien à détresse. On est tous ivoiriens, on se connaît à détail. Il y en a qui cotisent pour aller laver en Europe. Parce que ici, oh, il n'y a pas de bons cadavres. Revenir au pays avec une vieille pour gratter, pour nous couper l'appétit. Mais n'oublie pas, le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il sera jamais caïman. Donc ça t'y faut, c'est que wabou, restons sereins. Même souris sous les connaît carrefour des chats. Car la situation est très compliquée. Amazeyo, zeyo, 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 amazeyo. Shakio, mao, ikeo. Amazeyo. Bino, mao, ikeo. Amazeyo. Izo, mao, ikeo. Amazeyo. Doyen, oh, mao, ikeo. Hey, Sako, toujours pour 50. Akabena, 50, 50, 50, attention, 100. Emenide, Koko Baka, Koba, 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 Koba. Oh l'enfant doudou, oh l'enfant cielo. Mais vous savez les gars, c'est pas tous les Ivoiriens qui... Vous avez un problème? Faut que je respire quand même. Ah, comment? Oh. On dirait que j'ai oublié mon texte. Tant qu'à payer comme il aime me retourner à la maison. Si je ne salue pas, on dira que je suis impoli. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous demande de vous acclamer très fort, s'il vous plaît. Après, je vais enlever ma chemise. Après la chemise, je vais enlever le pantalon. Et puis vous allez regarder. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vraiment, je suis très content. C'est vrai, vous avez remarqué que j'ai couvert. Qui a dit la gueule? J'ai couvert la bouche et j'ai couvert mon nez. J'ai failli dire narine. Narine, c'est quand c'est 2 fois supérieur à un nez normal. Donc vous remarquez que j'ai un nez qui est nord. Parce que c'est vrai, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Déchet,
on connaissait. Mais c'est toxique là, on ne connaissait pas. À Bobo, à Niama, Yopougon, déchet là, mais ça c'est notre quotidien. Il paraît qu'ils ont reçu 17 milliards, divisé par 5 millions d'habitants à Abidjan, ça fait 3400 francs par personne. Ça n'est même pas le prix normal d'un bon poulet. Ce sont des foutaises. Nigeria, où il y a Ibo qui connaît business, ils ont refusé. Dakar, ils ont refusé. Même le port du Burkina a refusé. Ah, excusez-moi, il n'y a pas de port là-bas. J'étais tranquillement à Yamoussoukro pour le rendez-vous des 6 grands. Bon, parmi nous les 6 grands, bon, quand on fait la photo, vous voyez, hein, il n'y a que 3 grands, hein, Alassane, Babo, Daïko, les 3 autres ont la même taille. Bon, il y a un Soro qui dépasse un peu petit. J'ai dit à Bani de me présenter hors du jour. On parle de DDR, élection, désarmement. Il dit, mais et le programme de déchets toxiques? Il dit, non, c'est après. J'ai claqué la porte. Et c'est le lendemain, ils ont rendu leur démission. Donc c'est pour dire que moi, j'ai posé l'acte avant. Mais les gens n'ont pas parlé de ça. Bani a démission avec son gouverneur. Ça, c'est un courage poli. Babo dit, j'accepte. Comme s'il attendait ça. Il dit, mais tu gères les affaires courantes. Toi-même, Bani, tu vas me voir demain à 16h. On va discuter. Bani est arrivé à 13h. C'est une affaire de manger. Il dit, Bani, ils vont gérer les affaires courantes, mais toi, tu vas gérer les affaires dont tu es au courant. Mais comme vous n'êtes pas initié en politique, voilà pourquoi vous ne comprenez pas trop le mouvement, mais nous on sait. Aujourd'hui, je remercie les Ivoiriens, je remercie les amis. Depuis un certain temps, vous avez vu que j'ai commencé à grossir. J'ai même plus le temps de créer, j'ai même plus le temps de penser, de réfléchir. Quand les amis nous invitent, ils disent, ah d'abord j'ai une histoire, ça fait rire. Mais toi tu es mieux placé pour raconter ça. Des fois il raconte, ça fait un pari, mais on a besoin de rire. C'est lui qui va payer la note après, au restaurant. Si tu ne ris pas, tu vas faire. Donc j'ai fait une liste d'histoires racontées par des amis. C'est à vous de voir si ça fait rire ou pas. Je vais raconter 2. Si ça ne fait pas rire, j'arrête. Et puis je vais chercher moi-même mes propres histoires. On est d'accord? On commence par quelle histoire? Par les amis ou même pas pour moi-même? Pardon? Les amis d'abord. Et pas après pour moi-même. D'accord. Voilà quelqu'un qui se sent pas bien. Il faut bel et bien acheter des médicaments. Il se rend donc à la pharmacie. Attends, tu es mon ami. Quand on est malade, on peut aller directement à la pharmacie. Au hôpital, on fait quoi? C'est vous qui a mal ou? Ça fait combien de jours? C'est un médicament, c'est la même chose. Ah, il y a des gens qui arrivent à la mosquée en retard. Quand c'est comme ça, on fait qu'on prend la prière en marche. Applaudissez très fort pour lui. Le mec, il arrive dans une pharmacie, il a un problème de vente. Les jeunes filles là, s'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, c'est mon ventre là. J'ai un mal de ventre abdominal. La jeune fille dit, quoi? Ouais, c'est mon ventre là, mal de ventre abdominal. Elle dit, attendez. Elle appelle le pharmacien, le docteur qui arrive. Elle dit, s'il vous plaît, docteur, il a un problème de ventre là, c'est lui-même qui peut expliquer ça. Il dit, ouais, monsieur, on vous écoute.
Non, j'ai un mal de ventre abdominal. Et puis le monsieur dit, bon Dieu, ça c'est du pléonasme. Il dit, voilà, c'est un pléonasme qui me fait très mal. Voilà une femme qui a tout chez elle. Voiture, maison, travail. La femme la plus heureuse sur la terre. Donc il n'y en a pas. Vous n'êtes pas heureuse? Vous n'êtes pas heureuse? Passez me voir après. Mais je vais la faire rire. La femme qui demande à son mari, et on ne sait jamais où. Habituellement, là, vraiment, ce sont les hommes qui meurent avant les femmes. Mais s'il a vu que moi je meurs avant toi, je fais comment? Ah. Le monsieur dit comment ça? Il dit bon, est-ce que tu vas épouser une autre femme? Je dis bon, comme on a des enfants qui sont un peu grands, c'est pas la peine que je me promène. Bon, je vais voir si je peux prendre au moins une gentille là, qui peut se soumettre là. Elle dit bon d'accord. Est-ce que vous allez habiter dans la même maison? Ah. Le monsieur dit ben, la maison m'a coûté cher. Si je dois la laisser pour aller occuper d'autres maisons, vraiment ça va être compliqué et tout. Elle dit d'accord. Est-ce que vous serez dans la même chambre? Elle dit bon écoute, si ça te gêne, je prends la chambre des enfants et puis bon, eux ils vont déménager dans ma chambre. Elle dit mais est-ce que vous allez utiliser le même lit? Bon, elle dit bon le lit, on peut le changer. Elle dit est-ce qu'elle va conduire ma voiture? Le monsieur qui dit ah non, ne t'en fais pas, pour le moment il ne s'est pas roulé. Eh bien, c'est beaucoup mal. Ce sont les amis qui m'ont raconté ça. Donc ne dis pas que c'est un matin. Voici 3 amis qui sont à l'arrêt de bus. C'est un ami prêtre qui m'a raconté ça. Ah oui, l'abbé Adjitin. Je ne sais pas s'il est dans la salle. S'il est là, il n'a qu'à se lever, on va l'applaudir. Il est dans la salle. Il est là, l'abbé Adjitin. Voilà, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Voilà 3 jeunes hommes qui sont à l'arrêt de bus. Saoulés. Quand ils voient rien saoulé, c'est grave. Ils sont à l'arrêt de bus, donc ils attendent l'arrivée d'un bus. Voilà, il faut chanter. Les passagers sont là, les gars sont arrêtés, les 3 font du bruit. Ils ont commencé, un qui a commencé.